Bonsoir chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro, le tout premier numéro majuscule Propos 2021. Ce soir, nous allons revenir une fois de plus sur la situation sanitaire, notamment en ce qui concerne cette pandémie de Covid-19 ici au Rwanda. Quel est l'état des lieux de la situation actuelle? C'est depuis le mois de mars que le premier cas s'est révélé ici au Rwanda. Quels ont été les efforts du gouvernement rwandais et d'autres partenaires jusqu'à ce jour? Mais également, nous avons assisté si le gouvernement du Rwanda et même les gouvernements africains ont pu contenir tant bien que mal cette pandémie pendant 8 ou 10 mois. La situation n'est pas la même qu'il y a 8 mois. Aujourd'hui, on assiste tristement à une recrudescence des cas de Covid-19. Quelle est la justification? Quelle est la réponse à cette recrudescence? Qu'est-ce qui a été possible pendant 8 mois qui n'est pas possible pour le moment, alors que le monde entier soufflait plutôt l'espoir de voir un vaccin sur le marché? On annonçait la fin du tunnel, mais quelle est la situation aujourd'hui? Et ce soir, pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette recrudescence, que ce soit bien ici au Rwanda et même ailleurs sur le continent africain, j'ai tout le plaisir d'accueillir le directeur général du Centre biomédical du Rwanda, le docteur Sabin Nsanzimana. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Et avec nous, le docteur professeur Léon Mutesa, il est professeur à l'Université du Rwanda et surtout chercheur. Bonsoir. Bonsoir. Et à tous les deux, mes meilleurs voeux. Meilleurs voeux. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Docteur Sabin Nsanzimana, ça va faire 11 mois de travail sans relâche. Et tout à l'heure, je disais qu'avec, peut-être on va revenir là-dessus, avec l'apparition, la mise sur le marché en tout cas du vaccin, même s'il y a plusieurs types, on se disait, ou le monde se disait, les Rwandais se disaient que c'était le bout du tunnel. Mais on assiste aujourd'hui, comme je le disais, à une recrudescence, à une montée, à des chiffres qui font peur des cas de Covid. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, il y a plusieurs facteurs. Comme vous le dites, il y a eu beaucoup de changements dans l'année 2020. Et puis, on a passé d'une phase où il n'y avait pas de cas de Covid, avant le 14 mars 2020. On est allé à une phase où on a eu quelques cas, et puis on a eu plusieurs cas. Et on est reparti d'une phase de confinement à une phase où les activités recommencent et la vie recommence, et jusqu'à ce qu'on ouvre les écoles. Si on suit toute cette chronologie, on peut comprendre pourquoi l'épidémie d'une fois a été contrôlée, une autre fois a été plus ou moins éparpillée d'un district à l'autre. Dans l'épidémiologie, on passe de plusieurs phases. Il y a à peu près 4 phases de contrôle de l'épidémie ou d'une pandémie. Maintenant, on est à la phase, je dirais, de prévenir qu'il y a des décès ou beaucoup plus des cas graves, parce que le virus ne peut pas être signalé ou ciblé d'un endroit ou d'un groupe et pas dans un autre groupe. C'est disséminé. Et qu'est-ce qui a causé tout ça? C'est le mouvement des gens, c'est les activités, les gens bougent, le virus bouge avec les personnes. Et on ne pouvait pas rester dans le confinement éternellement. Ça doit être une chose qui a été un facteur important dans tous les pays, parce que l'intervention la plus importante pour limiter la propagation du virus, c'est le confinement, c'est limiter les mouvements des gens, en plus des autres facteurs de contrôle comme le port des masques, comme la distance entre les personnes et aussi l'hygiène.
Mais le plus important, quand on a beaucoup de cas, comme on le voit pour le moment, c'est de limiter les mouvements des gens. Et ça aussi, il faut balancer. On va limiter le mouvement des gens pendant 12 mois. Et qu'est-ce qui va aussi advenir des autres activités, des autres facteurs de la vie des personnes? Justement parce que il y a certaines mesures qui vont également de pair avec les contraintes économiques, par exemple. Absolument. Et ça, c'est ce qui complique un tout petit peu la situation et aussi le contrôle de la pandémie. Pour le cas du Rwanda, on a essayé de comprendre jusqu'au mois de novembre. On avait plus ou moins des cas de Covid contrôlés, 50, 20, 10. Ouais. Des fois, il y avait même des jours où on n'avait aucun cas de Covid. Mais mi-novembre, décembre, ça a été une phase accélérée de la propagation du virus. Et ce qui s'explique par, d'un côté, le mouvement déjà augmenté, les écoles ont ouvert, les marchés, les activités économiques. Mais pour nous, ça, ce n'était pas le facteur le plus important. Le facteur le plus important, c'était qu'il y a des gens qui avaient le virus quelque part. Même si c'est un seul virus, une seule personne, qui entre dans une école, qui entre dans un camp de réfugiés, qui entre dans une prison, dans un marché, dans une fête. Il y a eu beaucoup de fêtes au mois d'octobre, au mois de novembre. Si vous vous souvenez, il y avait beaucoup de mariages, 200, 300 personnes, souvent avec un test ou pas. Et si on combine, on comprend tous ces facteurs-là, on peut voir qu'aujourd'hui, on subit les conséquences de nos comportements d'il y a 2 mois. Et ce n'est pas seulement pour le Rwanda. Tous les pays, il y avait les phases des vacances. Les gens ont voyagé, ils ont bougé. Et le virus a profité. Et actuellement, c'est ce qu'on voit. Et en plus, il y a peut-être aussi le changement du virus qui a... Une certaine mutation dont on parle. Absolument, absolument. Peut-être qu'on va en parler. On va en parler, oui. Ça, on essaie de comprendre, évidemment. Est-ce que le virus qu'on avait au mois de mars, c'est le même virus qu'on a aujourd'hui? C'est une question qu'on essaie de répondre. Pour le Rwanda, on n'a pas encore isolé ce virus mutant, mais probablement qu'on va le savoir. Mais les indications cliniques qu'on voit sur le terrain, en août, juillet, août, septembre, il y avait au moins 80% des personnes testées positives qui ne présentaient aucun signe, symptôme. Mais pour le moment, plus de la moitié des personnes qu'on teste présentent des symptômes. Et on essaye de connecter tous ces éléments. Peut-être aujourd'hui c'est trop tôt de le dire, mais le virus se change. C'est l'habituel des virus, mais peut-être on va avoir une réponse appropriée après que nos scientifiques auront fini les recherches. Voilà. Parlant des scientifiques et des chercheurs, voilà bien un mot, une belle manière surtout de lancer le professeur Léon Moutessa. Professeur, vous êtes chercheur, c'est vrai, mais en même temps, vous travaillez avec l'Organisation mondiale de la santé ici au Rwanda. Notamment, vous êtes à pied d'œuvre depuis que cette pandémie a fait des ravages ici au Rwanda. Bien sûr, à une mesure exponentielle comme c'est peut-être le cas ailleurs. On a annoncé une catastrophe, presque un cataclysme humain avec la pandémie du Covid. Mais d'une manière globale, on a senti une sorte de responsabilité à un niveau peut-être qu'on n'espérait pas, que le monde n'attendait pas, l'Afrique par rapport à cette pandémie, notamment comment contenir. Est-ce que scientifiquement, y a-t-il des raisons scientifiques, y a-t-il des facteurs qui justifient que l'Afrique ait résisté jusqu'à un passé très récent? Ça, c'est une très bonne question, en fait. Mais pour bien comprendre, en fait, l'ampleur de cette épidémie, c'est que
Ce n'est pas seulement l'Afrique, ça nous a pris à court non seulement l'Afrique, mais aussi les autres pays industrialisés en Europe et aux États-Unis. Vous voyez la catastrophe, comme vous dites, donc le nombre de cas qui augmente au jour, et surtout le contrôle qui parfois dépasse les moyens que tous ces pays ont. En fait, je dirais qu'au niveau scientifique, en fait, c'est quelque chose, en fait, le virus était connu. C'est un virus coronavirus qui était déjà ses voisins ou ses cousins, si je peux dire, qui était connu. Mais ce type de virus n'était pas connu dans le sens où les dégâts que ça cause, on pouvait déjà les espérer à ce point-là. Quand tu compares le SARS-CoV-1, donc le coronavirus 1, ou bien le MERS, ça a été des variants ou différentes versions en fait de coronavirus qui ont existé dans les années 2000 et 2010. Mais au niveau, quand on fait ce qu'on appelle la corrélation entre le phénotype et le génotype, c'est-à-dire la corrélation entre les symptômes et le virus, le génome du virus, on voit qu'il y a une différence. Sans entrer trop dans tout ce qu'on disait au niveau épidémiologique, on sait qu'épidémiologiquement, donc, le virus s'est répandu dans le monde entier et on connaît les symptômes caractéristiques de ce virus. Mais quand on vient au niveau génomique, en fait, au niveau du génome, c'est-à-dire les caractéristiques génétiques du virus, on voit que c'est quelque chose en fait qui a pris à court tous les scientifiques du monde entier, qui s'y étaient pas vraiment préparés. C'est pour ça que même il y a eu cette compétition pour chercher le vaccin. Il y a plusieurs types de vaccins en cours, mais il n'y a pas que le vaccin. On a commencé d'abord par mise au point les tests qui pouvaient déjà détecter ce virus. C'était déjà une course à la montre pour essayer déjà de faire le diagnostic vraiment qui pourrait dire, voilà, ça c'est le coronavirus de type 2. Et quand on regarde un peu l'évolution scientifique de ce virus, comment on a identifié en fait le génome, ce que je disais en fait c'est le matériel génétique du virus, on voit qu'après la déclaration du premier cas à Wuhan en Chine, et les scientifiques ont commencé tout de suite à décortiquer, si vous voulez, cette séquence génomique en fait du virus. Ce qui a fait qu'il fallait d'abord étudier et puis le cibler par les tests qui détectent le vrai virus Covid-2 par rapport aux autres. Et puis, au fur et à mesure, on évolue. Donc, après, il y a eu les travaux qui ont commencé pour chercher le vaccin. Et maintenant, on est dans une phase où on fait des travaux pour identifier quel type de variant. En vrai, le virus en soi n'a pas changé. C'est-à-dire la structure du virus est la même. Ce qui a changé, c'est le variant. C'est ce matériel génétique qui change. Le matériel génétique qui change fait que le virus va produire des protéines ou avoir des effets qui sont totalement soit différents du premier virus ou bien soit avec des répercussions beaucoup plus graves ou moins graves. Tout ça, c'est ce qu'on est en train d'observer. Et personne ne peut vous dire actuellement si le virus, le lendemain, ne va pas muter pour avoir une autre forme de variant. Donc ça, c'est des attentes, en fait. On devrait être pouvoir anticiper tous ces changements qui pourraient y arriver. Donc pour vraiment bien répondre à cette question, donc on a été tous pris en cours, surtout les scientifiques et les chercheurs. C'est vrai, il est vrai que ça a été une mise à l'épreuve du monde scientifique, mais plus encore des décideurs politiques, parce que dans un premier début, les décideurs politiques avaient tous les regards braqués vers le monde scientifique pour trouver des solutions. C'est vrai que le monde scientifique aussi a semblé avoir peut-être été pris à contre-pied, contre un ennemi qui n'était pas à la hauteur, en tout cas, de leurs attentes. Mais ce que je veux savoir ici, c'est, on a senti dans un premier début un combat presque singulier. Chacun y allait à sa façon, docteur Sabin. Que ce soit les scientifiques, que ce soit les hommes, les leaders du monde, on n'a pas senti tout de suite une conjugaison des efforts
pour faire front commun contre un ennemi commun. Est-ce que, avec peut-être le temps, on a compris qu'il fallait revenir à la raison, il fallait parler une même langue pour faire face à un même ennemi? C'est vrai que c'est une pandémie d'abord, ça signifie que ça touche tous les pays, ça touche tout le monde. On n'a pas d'autre choix que de travailler ensemble parce que aucun scientifique, aucun pays ne peut contrôler une pandémie. Même si tu contrôles ton pays, tu ne peux pas éviter les gens de bouger, de ramener d'autres variants, d'autres virus. Pandémie qui était dans un premier début taxée de virus chinois par certains leaders du monde. Oh, bon, ça, pour nous, comme le professeur Mutesa l'a signalé, c'est cette famille de virus Corona, c'est une famille qu'on connaît depuis longtemps, qui existait depuis longtemps. Et jusque-là, il y a eu 2 ou 3 phases d'épidémie, avec le MERS au Moyen-Orient, avec aussi le SARS en Chine avant. Du moins, ça a été contrôlé sur une zone, sur un continent, mais pas dans tous les continents. Pour le moment, le Covid, le SARS-CoV-2, du moins si tu veux dire le vrai nom du corona, sur lequel on est en train de discuter, c'est la première fois depuis 100 ans qu'on fait face à une pandémie de cette ampleur. Ce qui veut dire que tout le monde, tous les pays du monde maintenant ont compris qu'il faut travailler ensemble. L'exemple le plus intéressant, c'est le premier vaccin qui est actuellement approuvé pour utilisation d'urgence par l'OMS, le Pfizer et BioNTech. C'est 2 pays, 2 compagnies technologiques de différents continents qui ont travaillé ensemble avec les chercheurs qui naissent des pays différents, qui se sont trouvés ensemble. Il y a même des Africains, il y a même des équipes de plusieurs pays qui ont travaillé sur un vaccin, le premier, que les premiers pays ont déjà, sont en train d'administrer, et que d'autres vaccins plus tard vont venir. Mais la compréhension et le retard qui a été 10 premiers jours, il y a même des pays qui ne voulaient même pas partager ces données-là pour pouvoir développer le test, comme Mutesa l'a signalé. C'est ça le problème, c'est ça ce retard-là qui nous a amené à des complications, je vais dire. Et j'espère que aussi la communication sur le mi-temps, sur les variants, sur le virus qui peut changer. On sait que le virus change tout le temps. C'est le mode de vie des virus. Mais la plupart des temps, il change pour devenir faible, pour devenir un virus sur lequel on vit avec, comme l'influenza, comme la grippe, le virus. Il devient de plus en plus bénin. Oui, c'est ça la tradition. Dis-moi le mode traditionnel sur lequel on a observé sur la plupart des virus qu'on vit avec. On a plus de 200 virus qui sont avec les humains et qui ne causent pas des pandémies, et on le sait. Mais ça peut arriver que le virus se change pour être beaucoup plus grave et beaucoup plus compliqué. Et même les vaccins, même les tests ne pourront pas le détecter. Il faut changer. Et c'est pourquoi le corona, en général, s'est changé en SARS-CoV-2, et tout le monde s'est mis dans cette situation. Et maintenant, on parle d'un virus Covid qui se change et qui peut être une autre complication. J'espère que ça ne va pas être beaucoup plus grave qu'on le prévoit. Mais ce changement, cette mutation, c'est le rôle des scientifiques de le détecter à temps et d'alarmer les politiques, les décideurs et tout le monde pour pouvoir prendre des décisions appropriées. Justement, prendre des décisions appropriées. Tout à l'heure, je parlais du Rwanda qui a, comme tous les autres pays africains en tout cas, pu résister au cours de ces derniers mois. Ça faisait presque 10 mois que les pays africains, et le Rwanda y compris, ont travaillé. On a eu des phases, comme expliqué par le docteur Sabin, des phases de confinement, déconfinement, et puis des phases de reprise des activités économiques, la reprise des cours, une reprise qui a été progressive, c'est vrai. Mais tout au bout, aujourd'hui, on fait face maintenant à une recrudescence des cas Covid-19 ici au Rwanda.
Et tout de suite, le gouvernement, alors que les gens se disaient peut-être que, écoutez, des mesures seront un peu serrées pour la fin de l'année, mais après, notamment la date du 4 janvier qui était attendue par tout le monde, alors qu'on s'attendait peut-être à une relaxation des mesures, mais c'est plutôt un renforcement des mesures de pair avec les cas qu'on a vus, des cas qui montaient au jour le jour. Et le gouvernement, après le conseil de ministres du 4, et le verdict est tombé, qu'on va suivre dans cet élément, et après, on va discuter. À la gare internationale de Nyabugogo, des passagers étaient nombreux, dont ceux qui y ont passé la nuit parce qu'ils n'ont pas trouvé de moyens de déplacement et ceux qui s'y sont rendus très tôt le matin pour se rendre en province. Le Conseil des ministres, réuni ce lundi, a décidé que les déplacements entre différents districts du pays et entre eux et la ville de Kigali soient suspendus, sauf pour des raisons de service sanitaire. Ces mesures ont directement été mises en exécution ce mardi après avoir observé que les contaminations au Covid-19 ne cessent d'augmenter. La moitié des décès suite à cette pandémie sont survenus seulement en décembre dernier. Au premier jour de la mise en exécution de ces mesures, les citoyens ne les ont pas appliquées parce qu'ils ont été pris au dépourvu, disent-ils. Je suis venu de Musanze pour me rendre à Kirehe et une fois ici, dans la ville de Kigali, il n'y avait plus de véhicules se rendant à Kirehe et nous avons passé la nuit ici. Et le matin, à 10 heures, on nous a donné le véhicule pour nous conduire là où nous nous rendons et nous vous disons merci. J'étais allé à l'enterrement de mon oncle et lorsque je suis arrivé ici le soir, on nous a dit que les routes vers les provinces sont fermées alors que je me rendais à Rusizi. Je suis heureuse que nous avons trouvé un véhicule et nous allons rentrer. Je n'ai pas suivi la radio le matin, j'étais allé voir ma grande sœur malade et lorsque je suis arrivé à Nyanza, j'ai appris que les déplacements sont suspendus. Je me suis dit que je pouvais essayer de partir, mais si je ne trouve pas d'occasion, je rentrerai. Pour résoudre ce problème, la direction de la ville de Kigali a aidé ceux qui ont passé la nuit à la gare de Nyabugogo et ceux qui avaient des raisons valables à trouver des véhicules pour les amener en province. Le porte-parole de la police nationale, CP John Bosco Kabira, a exhorté la population à appliquer ces mesures et éviter de faire des déplacements non nécessaires, car celui qui sera arrêté sera sanctionné et subira des conséquences. Qu'ils attendent les instances pour les écouter et leur expliquer. Si elles trouvent qu'ils doivent partir, elles vont les aider à se déplacer. Et ceux pour qui il s'avérera que ce n'est pas nécessaire et qu'ils font des déplacements non essentiels, ils seront renvoyés chez eux. Pour ceux qui vont dans des véhicules chargés, ce n'est pas permis. Si on constate qu'il y a des gens qui viennent de Rusizi, ils vont passer là. S'ils ont passé par la route du lac Kivu vers Karongi, ils ne pourront pas avancer plus loin jusqu'à Muhanga et Rutsiro sans être arrêtés. Ils vont rendre des comptes. Deuxièmement, ceux qui passent par des voies illicites, nous voyons tout cela, mais qu'ils sachent que s'ils échappent à la police, ils n'échapperont pas au Covid-19. Expliquant les raisons de la mise en place de ces nouvelles mesures, le secrétaire d'État au ministère de la Santé, le docteur Moung Tarsis, a dit que la population doit cesser de prendre à la légère les mesures de prévention contre la pandémie de Covid-19, car elle a davantage explosé, surtout en période des fêtes de fin d'année, différemment de la situation de 9 derniers mois. Chaque jour, les statistiques sont plus de 100. Nous sommes maintenant à 200 par jour et ce n'est pas dans un seul endroit dans Kigali, puisque c'est dans presque tout le pays. Les statistiques montent surtout dans les grandes villes et pendant les jours de Noël. La mesure de réduction des déplacements avait été mise en place pour voir s'il y aurait des changements, mais il est évident que les cas positifs continuent à augmenter
Et cela nous révèle que nous sommes en situation d'exception et que le virus est très virulent et les gens sont contaminés et présentent rapidement des symptômes et perdent la vie très tôt car nous n'avons pas le temps de les prendre en charge. Et c'est préoccupant parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas de médicaments. Pour ceux qui ont besoin de services dans la ville de Kigali mais rentrent dans les districts voisins, le docteur Munga Tarsis a dit que cela sera examiné et si nécessaire les soumettre au test de Covid-19. Ce n'est pas dans Kigali seulement. Il y a par exemple Musanze, Nyabihu et Gisenyi et ailleurs. Il y a là où les gens se rencontrent compte tenu de la situation et les enfants qui vont à l'école. Les instances examinent tout cela et là où c'est nécessaire, nous allons les soumettre au test pour vérifier leur état sérologique. Les nouvelles mesures de prévention contre la pandémie de Covid-19 indiquent que les activités commerciales, notamment les magasins, les restaurants, les marchés et les boutiques, seront fermées à 18 heures. Fermé à 18h, ce seront les mesures, on va parler des mesures drastiques. C'est carrément, les gens n'ont pas vite compris ces mesures. Docteur, est-ce que vraiment, c'est vrai, il y a une moyenne de 100 cas par jour, donc qui est l'une des raisons qui justifie ça. Mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres manœuvres à faire peut-être autrement que d'arrêter les activités, par exemple, à 18h, disons les activités notamment commerciales et autres. Moi, je vais parler plutôt de pourquoi ces mesures ont été prises, parce que il y a des indicateurs qu'on monitor tous les jours. Le premier indicateur, c'est les cas positifs qui sont trouvés chaque jour. Deuxième indicateur, c'est combien de personnes malades qui se sont présentées aux hôpitaux avec les symptômes Covid. Et troisième indicateur, c'est combien de personnes qui perdent leur vie à cause de cette pandémie. Et quand ces décisions ont été prises, on était à une phase où le nombre de décès dans les centres de traitement Covid avait multiplié par 4. Et le cas sévère avait augmenté de 10 à 40. Et les gens testés positifs, comme vous le dites, c'était presque le double des cas qu'on trouvait chaque jour. Et qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça signifie que le système de santé, s'il n'est pas aidé, il va être débordé. Même d'autres pathologies, d'autres maladies ne pourront pas être gérées au niveau des systèmes de notre santé. Et ce qui suit, si on ne prend pas des décisions nécessaires, c'est la phase où les systèmes de santé peuvent même ne plus marcher et même le pays en soi, parce que la santé, la vie, c'est le moteur de tous les autres secteurs. Pour moi, les décisions prises par le cabinet des ministres, c'était des décisions nécessaires et importantes pour préserver ce système de santé, mais aussi pour limiter les nouveaux cas de Covid qui pourront augmenter des jours à venir. Comme je l'ai dit, ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas ce qui s'est passé ce matin. Les 100 cas ou 200 cas qu'on voit aujourd'hui, les 4 ou 5 décès qu'on voit chaque jour, du moins les 2 semaines passées, ce n'est pas ce qui a été, ce n'est pas ce qui s'est passé la même semaine, le même jour. C'est ce qui s'est passé il y a un mois et il y a quelques semaines. Et la décision du cabinet des ministres, c'est pour prévenir que la même situation ne se passe, ou même plus grave, dans les jours à venir. Et il faut comprendre que la décision a été prise juste après les fêtes de fin d'année. Et on sait tous que pendant ces fêtes de fin d'année, les gens se sont comportés d'une façon à donner à ouvrir la porte au virus. Et on a pris l'expérience des autres pays qui ont eu des fêtes, comme le Thanksgiving, qu'on connaît tous. Après les fêtes,
le nombre de cas et des malades, des décès, ça a augmenté, a multiplié plusieurs fois, et les systèmes de santé des pays ne peuvent plus marcher à cause de ça. Comme on sait que cette phase-là vient juste de passer, il faut imaginer ce qui va se passer avant d'avoir un vaccin. Est-ce qu'on veut avoir les décès multipliés par 10 ou 20, ou on veut avoir les gens qui vont avoir une certaine mesure de contrôler jusqu'à ce qu'on passe à cette phase critique. De notre côté, du système santé, on avait même, je dirais, proposé des mesures beaucoup plus strictes parce qu'on voyait les conséquences juste après ces fêtes-là et on essaye de monitorer. Si on a des signes d'alerte même plus dangereux, on va les présenter aux décideurs. Il faut s'attendre à toutes les options parce qu'avec le Covid, le gouvernement du Rwanda, comme on l'a fait toutes les 2 semaines, c'est prendre des décisions qui vont, selon les chiffres, selon la pandémie. Et pour moi, ces mesures sont très importantes, mais la première mesure la plus importante, c'est à la discipline individuelle, le comportement individuel, parce que ces mesures ne peuvent pas venir dans votre maison et voir combien de personnes viennent visiter, combien de personnes vous partagez la bière le soir quand la police n'est pas là. Ça, c'est pour moi la plus importante et ne peut pas être même signalé dans ces décisions parce que ça rentre dans notre comportement, dans notre discipline à nous-mêmes. Justement, là, ça nous renvoie également à ce travail qui a été abattu au cours de ces derniers mois. On se demande, est-ce qu'aujourd'hui le citoyen lambda comprend la gravité de la situation, Dr Mutesa? Est-ce que, avec une situation pareille, avec toutes les stratégies, toutes les mesures qui sont prises par les structures sanitaires, les leaders au niveau du gouvernement, est-ce qu'on n'a pas besoin peut-être de beaucoup plus de pédagogie pour nos populations au jour le jour pour vraiment les aider à comprendre? Est-ce qu'ils ont assez compris la situation? Tout à fait. Moi, je dirais que il faut une information, éducation et communication donc c'est les 3 mots en fait, qui doivent être régulièrement répétés en fait, et mis en application parce que la population, on a le niveau de compréhension qui est différent, ça c'est normal. Mais face à cette pandémie, en fait, quand on prend les mesures comme on vient d'expliquer, et les mesures de limiter les mouvements, il faut au moins qu'ils comprennent pourquoi en fait. Quand on vient au niveau médical ou au niveau scientifique, il faut comprendre la dynamique de cette maladie. Cette maladie, si on dit par exemple, on limite les mouvements pendant 2 semaines, 14 jours, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une maladie que nous connaissons. À partir du moment où on commence à avoir des symptômes, on sait qu'au bout de 14 jours, en général, la plupart des personnes infectées commencent à vider le réservoir du virus de leur corps, c'est-à-dire la charge virale commence à s'évacuer. Et on est dans une phase où la personne n'est plus contagieuse. Donc ça a vraiment un sens. Donc il faut que la population comprenne dans ce sens-là. Mais lorsqu'on parle de la population, souvent on a tendance de penser à ce citoyen-là peut-être moins éduqué. Mais lorsqu'on observe le comportement dangereux, c'est même au sein de la population dite éduquée. Comment comprendre cela quand on a une population éduquée, mais avec un comportement dangereux? Exactement. Donc ça je ne dirais pas que le Rwanda est dans une situation catastrophique quand on voit par exemple des pays où les gens vont manifester contre le masque, le port du masque. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas ancré dans les têtes. Donc au moins ici, en fait, les gens, même s'il y a quelques irrégularités, mais au moins les gens essaient de comprendre et de faire les mêmes gestes, de respecter les mêmes mesures sanitaires. Donc je dirais que, en fait,
on va trouver par-ci par-là des cas où des personnes, par exemple, ne respectent pas des mesures sanitaires et hygiéniques qui sont mises en place ou qui sont expliquées par les autorités. Mais il faut en fait, encore une fois, comprendre pourquoi en fait. C'est parce qu'il y a des gens qui ont tendance à se relâcher, à s'enlacer ou à se fatiguer, ou suivant les conditions, les événements dans lesquels les personnes sont. Et on a tendance aussi à oublier. Donc, on était en train de discuter les faits, les conséquences en fait, qu'on est en train de payer, qui viennent en fait, des comportements qui auraient dû être évités par tout le monde, qui finalement n'ont pas été respectés. Et ce qui est dangereux là, c'est que en fait, les gens devraient comprendre, c'est que par exemple, si on prend un exemple pratique dans un ménage où il y a 8 personnes. Si dans ce ménage, il y a 8 personnes, qu'il y a une personne en fait, qui fait la fête ou bien qui ramène le virus à la maison, donc ça veut dire que c'est dangereux pour les 7 personnes qui restent. Donc vous voyez à quelle mesure en fait, on paye les pots cassés, comme on dit, ou bien les conséquences d'un comportement d'une personne en fait, qui n'a pas respecté les mesures comme il fallait. Donc ça, c'est ça un peu ce qui pourrait expliquer en fait même les cas qu'on commence à voir qui augmentent. Jusque-là, le continent africain avait manifesté une sorte de résilience par rapport au virus. Mais on commence à voir des cas qui augmentent et nulle personne ne peut vous dire, par exemple, que d'ici 1 mois ou 3 mois, on ne va pas voir le changement. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est surtout ce réveil de conscience. Et cette information, cette communication, cette éducation qui doivent être consistants. Les 3 doivent être tout le temps régulièrement répétés pour qu'on puisse déjà expliquer en fait, les gestes, expliquer pourquoi ce changement de virus, pourquoi ce changement au niveau des chiffres. Et même, comme le docteur Sabel disait tantôt, on voit le nombre de cas qui a triplé. Avant, on avait plus de 80% de personnes qui étaient infectées qui n'avaient pas de symptômes. Mais on commence à voir que la plupart, ils ont quand même des symptômes. Donc, c'est quelque chose en fait qu'il faut expliquer, qui peut-être c'est lié à des nouvelles mutations, mais ce qui veut dire que le virus en soi n'a pas changé, mais il a changé son comportement. Et ce comportement a des conséquences qui peuvent être dramatiques. Vous avez bien souligné le continent africain. J'aimerais bien qu'on puisse, je vous propose un reportage de nos confrères de TV5. C'est une situation actuelle au Sénégal avec le renforcement des mesures, notamment avec le couvre-feu. Il y a eu une certaine réaction auprès de la population. J'aimerais bien, après ce reportage, j'ai 1 ou 2 questions à vous poser par rapport au son qu'on va suivre dans ce reportage. Dans le quartier de Médina ce matin, presque plus aucune trace de l'agitation de la veille. La vie a repris son cours normal. Mais le retour du couvre-feu est dans tous les esprits des habitants des régions de Dakar et de Thiès. Pour Abigail, vendeuse de rue, cette nouvelle mesure est aussi absurde qu'intenable. Et pourquoi on impose le couvre-feu? Pourquoi on impose ça? La maladie circule la nuit ou bien le jour seulement? On ne sait pas. On ne peut pas comprendre pourquoi on impose ça. Parce que de 21h à 5h du matin, pourquoi faire? On reste chez nous et la journée, on est dans les marchés, dans les voitures, dans les circulations. Là, il y a les contacts. On peut attraper ça là-bas facilement. Je suis mère de 2 enfants. C'est moi qui les nourris. Donc si je ne travaille pas, qui va me donner de l'argent? Alors la nuit dernière, avec d'autres habitants de son quartier, Abi est sortie braver le couvre-feu et crier son ras-le-bol dans la rue. On était là, mais quand la police s'approchait, on se dispersait. On courait pour entrer dans notre maison. Et lorsqu'il s'était dépassé, on ressort encore. Un jeu du chat et de la souris qui a duré plusieurs heures à Médina, mais aussi dans les quartiers de Ngor, Yoff ou dans les banlieues de Dakar, à Pikine ou à Tiaroy. Barricades, pneus brûlés, projectiles lancés contre les forces de l'ordre. Parmi les manifestants, il y a surtout des jeunes, mais aussi des travailleurs de nuit, inquiets et furieux de se retrouver sans emploi.
Là, je devais aller au boulot. Je suis un père de famille. On compte sur moi et voilà qu'on m'empêche de travailler. Cette décision de Macky Sall d'instaurer un couvre-feu n'a pas de sens. Il aurait dû au moins passer par l'Assemblée nationale, mais nous demander d'aller nous coucher subitement comme ça, à 21h, ce n'est pas normal. On dirait qu'il se considère comme un roi. On est nombreux à travailler la nuit. On gagne notre argent au jour le jour. Et là, on nous empêche de travailler la nuit. Le travailleur de livreur marche mieux la nuit à Dakar. Durant la journée, c'est pas évident. Pour la grande majorité des Sénégalais qui vivent de l'économie dite informelle, cette nouvelle restriction, c'est un nouveau coup dur financier. Un premier couvre-feu instauré entre mars et juin l'an dernier avait déjà suscité des manifestations. Ce jeudi, les autorités ont décidé d'interdire toutes les réunions publiques et privées dans les régions de Dakar et de Thiès jusqu'au 17 janvier. Le Sénégal a enregistré plus de 20 000 cas et 433 décès dus à la pandémie. Et pour l'heure, aucune vaccination n'est prévue. Merci donc à nos confrères de la TV5. Docteur Sabin, il y a 2 ou 3 choses que j'ai pu peut-être souligner. Il y a une dame qui se demande, parce que la situation est comparable à la nôtre ici au Rwanda, pourquoi le couvre-feu? Est-ce que c'est pendant la nuit où on a peur de la contamination que pendant le jour, parce que les activités se déroulent comme il se doit, les gens peut-être respectent ou observent les mesures. Pourquoi la nuit? Pourquoi cette décision de la nuit? C'est une bonne question pour les gens qui peut-être ne comprennent pas exactement la dynamique de ce virus. Parce que le virus se propage avec le comportement et les contacts des personnes. Si ça pouvait que, même pendant la journée, il n'y a pas de contact, c'est l'idéal. Mais on sait que la vie ne s'arrête pas. Il faut que la journée aussi y ait la vie. Mais surtout les soirs, les études ont montré que, après le travail, avant de rentrer à la maison, les gens ont tendance à faire des activités sociales, souvent partager des repas, des boissons, alcoolisées ou pas. Et c'est dans ces interactions-là que la plupart des infections ont été signalées. Et le couvre-feu rentre dans ce cadre-là. Essayer de limiter le mouvement des gens en dehors de leurs activités de routine sur je dirais, dans les institutions, dans les marchés où ils travaillent, en espérant qu'il y a des interventions ou des contrôles de la transmission du virus. Mais après, si vous quittez ici, par exemple, vous rentrez avec votre ami qui travaille dans une banque ou RBC, vous vous rencontrez dans un bar, vous comprenez les risques que vous encourez en étant ensemble et après le travail. Et le couvre-feu essaye de limiter ces mouvements. Et on sait que le soir, pendant la nuit, les êtres humains ont tendance à se libérer, à faire des interactions beaucoup plus risquantes. Et le couvre-feu contribue, je dirais, 50% de réduction de ces risques, mais ne peut pas réduire 100%. Ce qui peut réduire 100%, c'est rester à la maison. Et si tu as le virus, reste avec toi à la maison. Mais rester à la maison, c'est le confinement total. On sait les conséquences. On sait aussi à quelle durée on peut garder ces confinements. Et c'est pourquoi c'est toujours un débat. Pourquoi le couvre-feu? Et pourquoi pas? Pour moi, le couvre-feu, c'est important parce qu'on a un impact sur les risques. On peut réduire les risques, même si on ne peut pas réduire les risques à 100%. Il y a quelque chose que le professeur Léon Moutessa a signalé, sur lequel je voulais juste ajouter un complément. Il y a 2 semaines, les chercheurs de RBC ont mené une étude au niveau de la population pour savoir est-ce que les gens comprennent le danger du Covid, est-ce que les gens comprennent comment ce virus se transmet d'une personne à l'autre. Et on est même allé poser des questions sur le vaccin. Est-ce que vous êtes prêts à prendre le vaccin au moment où il est présenté devant vous? Je voulais vous donner juste quelques statistiques qui sont sorties de cette étude.
même si on n'a pas publié largement, mais j'en profite pour donner ces statistiques. D'accord. On a posé sur la question de connaissance, compréhension du Covid. Les personnes interrogées, c'est surtout des gens qui étaient dans la ville de Kigali, même dans d'autres provinces. 60% avaient une connaissance excellente de comment ce virus se comporte et se transmet. 30% avaient une connaissance moyenne. Et seulement le reste n'avait pas une connaissance très, très avancée, mais aucune personne n'a signalé qu'il ne connaît pas les bases de transmission, de compréhension de ce virus. Ce qui veut dire quoi? On sait tous qu'il y a un virus qui se transmet d'une personne à l'autre. On sait tous que c'est un virus dangereux qui peut prendre la vie d'une personne. Mais le reste, le problème est sur l'autre volet, la discipline. Qu'est-ce que tu fais pour limiter cette propagation? Peut-être l'indicateur le plus important, pour ne pas monopoliser la parole. Le vaccin. On a posé aux gens la question, est-ce que si le vaccin se présente, vous allez le prendre? J'ai été surpris par les chiffres. Parce que 86% des participants dans cette étude ont signalé qu'ils sont prêts à prendre le vaccin. Ce qui est contraire, un peu différent de ce qu'on voit dans d'autres pays, surtout les pays développés, où seulement la moitié des personnes interrogées dans la même étude, je dirais, ont signalé qu'ils ne sont pas prêts à prendre le vaccin. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous, parce qu'au moment où le vaccin arrive au Rwanda, on n'aura pas les mêmes difficultés de convaincre les personnes que le vaccin, c'est important. C'est un outil qui s'ajoute à ce qu'on fait, et le vaccin ne vient pas remplacer le masque immédiatement. C'est supplémentaire, et on pourra arriver à contrôler cette pandémie, du moins dans les mois à venir. Là, peut-être, vous nous amenez directement peut-être à la toute dernière partie de notre émission, mais avant de revenir un peu sur le vaccin, parce que c'est très important. Docteur Mutesa, vous êtes chercheur, vous êtes dans le monde scientifique. Cette pandémie de Covid-19 n'est pas la première que connaît l'Afrique au cours de cette décennie, mais les partenaires internationaux, on sent une certaine mobilisation sans précédent par rapport à l'appui qu'ils apportent au continent africain. Est-ce que c'est peut-être dire que c'est un mal pour un bien? Cette pandémie peut-être a conscientisé un peu les partenaires internationaux dans cette recherche des solutions globales. Aujourd'hui, nous parlons de Covid, mais il y a Ebola qui emporte des vies, pour ne citer que cela, mais il y a d'autres situations graves qu'on connaît qui n'arrivent pas à trouver des solutions. Oui, tout à fait. En fait, vous avez raison, mais la différence en fait, avec cette pandémie, c'est que les autres, c'était des épidémies. C'est-à-dire que c'était soit limité en termes de pays, régions, et la plupart, on a les pays qui étaient concernés avec les partenaires, et comme vous dites, l'OMS et les autres, donc on peut déjà porter un appui, on a pu contenir dans ces cas. Pour le coronavirus, le Covid-19, c'est un peu différent parce que c'est une pandémie, c'est-à-dire qu'aucun pays n'est épargné par ça. Et du coup, les partenaires, évidemment, ils ont envie d'investir dans les domaines, en fait, secteur santé, partout. Mais est-ce que tout dépend, en fait, de comment la réception, en fait, de ce qui est proposé, et les pays aussi. Les pays, comment, en fait, ils acceptent de coopérer pour essayer de contrôler la pandémie. Donc, comme on le disait tantôt, si on contrôle une pandémie, par exemple au Rwanda, ce n'est pas pour dire qu'on a éradiqué dans le monde entier, parce que nos voisins, s'ils ne contrôlent pas, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, donc même les efforts qu'on a fournis
Donc ça va Ça être peut tomber à réduit en l'eau rien. facilement. Ouais, voilà, exactement. Donc c'est un peu ça. C'est cette dynamique qui montre quand même que le continent africain, pour la première fois, je dirais, en fait, il y a un œil, et puis je ne dirais pas vraiment dans le sens de l'aide, je dirais plutôt dans le sens de collaboration avec les partenaires, qui est beaucoup plus conséquent, mais aussi sans oublier aussi les autres pays. Mais l'Afrique bénéficie de ça. Donc, pour donner, ne citer vraiment qu'un exemple typique, c'est surtout ce qui concerne le vaccin. On va y revenir peut-être. Non, vous pouvez déjà toucher. Là, Oui, je peux attaquer là-dessus en disant que, par exemple, il y a quelque chose qui a été créé mondialement, chapeauté par l'OMS, qu'on appelle le COVAX. C'est un peu comme une mutuelle qui va regrouper plusieurs pays où chaque pays peut bénéficier de ce vaccin d'une façon équitable. Donc, ça veut dire que ça montre en fait qu'il y a une collaboration, une cohésion pour essayer d'endiguer cette pandémie, qui montre qu'en fait que les pays, surtout, même pas les pays africains, les pays, c'est vrai, développés, mais les pays en voie de développement, qui ne sont pas seulement en Afrique, ils essaient de faire partie de cette mutuelle qui va faire en sorte qu'en fait, la population pourra bénéficier de ce vaccin. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très bien. Mais cela n'épargne pas tout de même, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, vers les années 20, avec la Première Guerre mondiale, on parlait de la course aux armements. Aujourd'hui, certains médias n'hésitent pas à parler de la course au vaccin, c'est vrai, qui devait être d'abord le tout premier pays à avoir ce prestige de débarquer sur le marché avec un vaccin fiable. Finalement, on a vu que dans un court moment, beaucoup de gens sont venus avec différents types de vaccins, même s'il y en a certains qui n'ont pas encore été très approuvés. Docteur Sabin, aujourd'hui, le continent africain, notamment le Rwanda, quelle est la position du continent africain par rapport justement, quel est l'apport, la pierre qu'apporte l'Afrique à l'édifice de trouver ces solutions-là, n'attendre pas que ce sont les autres qui viennent, qui apportent des solutions, mais qu'est-ce que l'Afrique apporte à l'édifice, comme pierre à l'édifice, par rapport justement à ces vaccins, à toutes ces connaissances autour des solutions globales contre cette pandémie? Je ne peux pas parler pour l'Afrique, malheureusement, mais je vais parler du Rwandais africain. Comme Rwandais, mais comme aussi chercheur, parce que je participe pas mal de recherches avec des partenaires étrangers, des pays, de différentes institutions. La première chose, c'est qu'on ne peut pas mettre en place quelque chose d'infrastructure ou d'intervention à long terme pendant l'épidémie ou pendant la pandémie. C'est quelque chose qu'on prépare très longtemps, qui va nous aider dans les jours à venir. Si on parle du vaccin, pourquoi le vaccin a été trouvé dans 9 mois? Alors qu'on sait que... Un record. Un record. Parce qu'avant, le vaccin, c'est quelque chose qui ont développé entre 5 et 10 ans. Ça, c'était le standard. 5 à 10 ans, on a la chance de trouver le vaccin. Parce qu'avec le VIH, par exemple, c'est plus de 30 ans qu'on n'en a pas. Et pour le Covid, le vaccin a été développé, mis en place pendant 9 mois. Et ça ne veut pas dire que le travail de développer le vaccin a commencé le premier mois et s'est terminé le 9e mois. Non. Parce que si on va, par exemple, parler des vaccins comme le Pfizer, le Moderna, AstraZeneca, c'est des vaccins, les recherches ont commencé il y a 10 ans pour trouver d'autres vaccins, des maladies qui étaient là. Et à un certain moment, quand Covid a commencé, ils ont juste fait des petits changements sur des recherches qui menaient sur le génome, sur le développement de ces vaccins pour adapter quelque chose qui vient juste de se passer, d'arriver. Ça n'a pas été très difficile. J'ai suivi toutes ces recherches. Le vaccin Covid n'a pas été développé le premier jour. C'est les autres vaccins qui étaient en développement qui ont été juste changés, adaptés pour trouver le vaccin Covid. Et c'est ce que l'Afrique, par exemple, doit apprendre comme une leçon.
tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met en place, que ce soit des systèmes de santé, des centres de recherche, des chercheurs en soi, ou des équipements, des machines, des enfants qu'on enseigne dans les écoles, c'est pour préparer les vaccins qui vont venir, ou des médicaments, ou même d'autres choses que l'humanité aura besoin dans des années à venir. Mais on ne peut pas le commencer, on ne peut pas le faire pendant la pandémie. Pour moi, c'est ça le message important. Il faut investir dans les recherches, il faut investir dans des structures qui vont nous aider dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans. Et j'imagine que la plupart des pays le font, le Rwanda le fait aussi. Récemment, dans RBC, par exemple, on a toute une nouvelle division en charge de recherche et d'innovation dans la santé. Et dans notre laboratoire, par exemple, on a eu beaucoup de nouvelles équipes qui ont été ajoutées pendant cette période pour également penser à la pandémie à venir, le virus à venir. Ces personnes-là vont nous aider à pouvoir contribuer, que ce soit au niveau pays, au niveau continent. Voilà, et c'est également l'autre qui a dit que c'est lui qui veut la paix, il prépare la guerre. Comprenez qu'il ne faut pas toujours attendre que de telles situations nous prennent à contre-pied pour réagir. C'est donc par là que nous mettons un point final à notre tout premier numéro majuscule Propos 2021. Ce soir, j'étais très honoré d'être entouré par le docteur Sabin Sanzimana. Il est directeur général du Centre biomédical du Rwanda. Merci beaucoup, docteur. Merci. Également au docteur professeur Léon Moutessa. Il est chercheur et enseignant à l'Université du Rwanda, mais il est également spécialiste dans la génétique humaine. À vous tous, merci beaucoup pour votre fidélité et surtout, grand merci à vous tous et restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. Quant à moi, j'aurai tout le plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro majuscule Propos.